Est-ce qu'il y a des réactions ou des questions sur la pratique du droit de la concurrence en Polynésie française? Moi, peut-être un petit commentaire. Alors d'abord, je suis très surprise de voir que l'autorité polynésienne de la concurrence ne peut être saisie que par le gouvernement ou le président de l'Assemblée de province. C'est vrai que je trouve ça assez surprenant. En tout cas, en Nouvelle-Calédonie, j'allais dire, à peu près tout le monde peut nous saisir, sauf l'individu, que ce soit une entreprise ou le consommateur. Et pour autant, on n'est pas totalement surchargé. On a beaucoup d'avis, mais de toute façon, on régulerait le flux en fonction des demandes. Je pense effectivement que ce soit les collectivités, les fédérations professionnelles, les associations de consommateurs, comme en métropole, ce serait assez légitime qu'ils puissent effectivement saisir pour avis l'autorité de la concurrence. Une question de François Escargeon à l'UFC que choisir. Vous avez le droit de ne pas laisser le monopole à l'UFC. Merci. Oh non, pas merci pour cette remarque, mais merci de me donner la parole. Est-ce que la loi de 2018, finalement, est un recul? Est-ce que vous établissez un lien avec vos deux décisions de 2016 et 2017 que vous avez présentées? Et est-ce qu'il ne vous manque pas une association de consommateurs et une intersyndicale pour soutenir votre action en Polynésie? Alors, je répondrai à la fin de la question. Oui, il nous manque une... Non, alors, très concrètement, il y a une association de consommateurs qui s'appelle Tetiara, mais qui n'est pas très active. Je ne les vois pas... On les a rencontrés, hein, mais je ne les vois pas être très actifs pour, justement, nous saisir sur un certain nombre de sujets comme ça. Avec peut-être là aussi derrière pas une crainte de rétorsion, alors pas comme les entreprises, mais bon, c'est une association qui est plutôt installée dans les milieux politico-associatifs, etc., et qui se trouve peut-être pas trop mal. Mais non, je suis assez convaincu qu'il nous manque effectivement une association telle que la vôtre, de la même manière que l'intersyndicale Vichère, qui a une action, enfin, je veux dire, tous les représentants de consommateurs, pour nous, c'est effectivement seraient les bienvenus, parce qu'on voit bien, en tout cas en Polynésie, que les autorités publiques ont les opérateurs, les entreprises qui interviennent et qui agissent sur les décisions à prendre. Tant qu'il n'y a pas un contrepoids de l'autre côté, les autorités publiques vont être sensibles à ce discours et à ce seul discours, et elles ne le sont pas. Le consommateur en Polynésie n'existe pas vraiment. Enfin, ce n'est pas une préoccupation des autorités publiques. Alors, c'est une préoccupation parce qu'on dit qu'on veut lutter contre la vie chère, et je pense qu'ils sont sincères quand ils le disent, évidemment, mais il n'y a pas... les dispositions qui sont prises ne vont pas forcément dans ce sens-là. Et je pense que s'il y avait une sorte de poil à gratter, qui est une association de consommateurs, ça pourrait sans doute mieux équilibrer l'arbitrage qu'il y a à faire pour les autorités publiques. Je crois, oui. Bonjour, Anis Morand, avocate. J'avais une question à vous poser sur un point qui n'a pas été abordé dans votre intervention, mais sur lequel j'aurais aimé votre avis. L'introduction d'une procédure de clémence dans le code de la concurrence polynésien. Je me demandais, est-ce que ça a changé la donne en Polynésie? Est-ce que ça a changé la pratique? Est-ce qu'il y a plus d'entreprises qui ont dénoncé des ententes? C'est un mot que vous avez employé, Madame Sodelbert, ce matin, dénoncer à propos des entreprises qui étaient victimes et pas participant à des infractions. Voilà. Est-ce que vous observez un changement, ou est-ce qu'il est encore un peu tôt pour se prononcer? Puisque la question du temps, moi je l'ai beaucoup entendue ici, je la comprends, elle est importante pour une autorité, pour avoir le temps d'asseoir sa légitimité, pour, comme vous le disiez tout à l'heure, Madame Da Silva, au début, quand vous avez sanctionné en Outre-mer, vous avez fait des sanctions pas trop importantes pour laisser aux opérateurs le temps de se familiariser avec de nouvelles règles. Voilà, je voulais juste savoir votre avis là-dessus. Alors, sur la clémence, je l'ai cité, mais je n'ai pas développé effectivement. J'ai cité l'introduction de cette procédure. Aujourd'hui, autant vous dire, c'est zéro manifestation, zéro changement. Et
on y réfléchit avec Conaël, la rapporteure générale, et on en discute, et les membres, et on n'est pas convaincu que l'introduction de ce moyen va changer quelque chose. On est, comme on l'a évoqué à plusieurs reprises, les uns ou les autres, dans des petites collectivités où déjà venir nous saisir, c'est pas facile, et venir dénoncer, puisque c'est comme ça que c'est pris, évidemment, dans le cadre d'une procédure de clémence, on ne voit pas forcément la chose se mettre en place. Alors peut-être qu'on se trompe, mais puis après, il y a des dimensions culturelles. Alors, on avait interrogé au cours d'une rencontre avec le MEDEF, ils étaient venus à 6 ou 8, on avait interrogé comme ça, à brûle-pourpoint, pour savoir ce qu'ils en pensaient. 6 à 8 personnes, 6 à 8 avis sur la clémence. Il y a ceux qui le refusent totalement, il y a ceux qui disent si, il faut le mettre en place. Voilà. Alors, ce qui était assez intéressant d'ailleurs, c'est que parmi les représentants du MEDEF, c'était beaucoup de gens originaires de métropole, et selon l'endroit d'où ils étaient originaires, sud ou nord de l'Europe, eh bien, les avis étaient un peu différents. Quand on est au nord, on est plus pour les procédures de clémence. Quand on est au sud, a priori un peu moins. Alors, je ne sais pas si c'est une source exacte, mais en tout cas, voilà. Et en tout cas, au sein donc des gens qui étaient représentants de fédérations, c'est pas le patron d'une entreprise, c'est des gens qui représentent des fédérations. Ils avaient tous un avis différent sur la question. Et c'était avant l'introduction de la procédure de clémence, mais en tout cas, certains étaient favorables, d'autres pas, d'autres peut-être, d'autres négociaient même la réduction. Est-ce qu'on réduit totalement? Est-ce qu'on réduit en partie? Enfin, vous voyez, il y avait tous les cas de figure. Donc, on ne sait pas ce que ça va produire. On est plutôt dubitatif, mais nous verrons. Merci. Je pense que la clémence, c'est un outil qui fonctionne le mieux dans les systèmes de concurrence déjà avancés, puisque l'intérêt de la clémence n'est perçu que lorsque le risque de dissuasion, enfin le risque pour l'entreprise est également perçu. Donc, tant qu'on se dit qu'on a une chance de ne pas trop se faire prendre, finalement, voilà, la clémence, ça reste un avantage théorique. Alors, par ailleurs, je pense que l'aspect culturel est effectivement important. Quand on voit sur la période écoulée tous les différents cartels que l'autorité métropolitaine a sanctionnés, on constate que le plus souvent, les demandeurs de clémence, alors qu'ils peuvent quand même avoir un avantage considérable, puisque ça peut être une exonération totale ou des diminutions de sanctions qui peuvent aller très loin, c'était le plus souvent des groupes internationaux qui ont plus cette culture, alors des groupes américains ou venus d'autres régions du monde. Et on a constaté à plusieurs reprises que les groupes franco-français, la clémence n'était pas tellement dans leur culture. Alors, ils espèrent jusqu'au bout, avec leurs excellents avocats, voilà, gagner devant la cour d'appel contre nos décisions. Et alors, on a eu un cas assez frappant récemment, un gros cartel dans le secteur des revêtements de sol. 2 grands groupes internationaux sont venus en clémence et voilà, ont eu des réductions de sanctions très considérables, plusieurs dizaines de millions d'euros. Le groupe franco-français jusqu'au bout, alors il n'a pas fait de clémence, bon, il a quand même fait une transaction finalement. Mais on se rend compte finalement que les entreprises, en tout cas françaises, sont un peu perdantes par de ne pas avoir intégré ça comme un élément de stratégie de défense, notamment quand on est le première entreprise à venir en clémence. C'est un avantage considérable parce qu'on peut se blanchir sur des années. En plus, les autres entreprises, elles, n'en bénéficient pas forcément. Mais je pense que ça nécessite quand même toute une prise de conscience et voilà. Et on en parle aussi quand on discute entre autorités de différents pays. Par exemple, c'est vrai qu'en France, nous recevons beaucoup moins de saisines ou de dénonciations de pratiques par rapport à d'autres pays qui ont plus cette culture de je vois quelque chose qui n'est pas conforme aux règles, donc je vais venir le dénoncer indépendamment même du bénéfice qu'on en tire, et notamment en Allemagne où il y a beaucoup plus de signalements juste de personnes qui disent je vois des choses qui ne me paraissent pas normales et je veux que les règles soient respectées. Donc c'est intéressant de voir comment ces aspects un peu culturels peuvent jouer sur les différents mécanismes, et je crois que ça finira par être utile, mais il faut peut-être que le temps que l'autorité s'installe un peu dans le paysage. Alors, je voudrais compléter, confirmer l'analyse évidemment que vient d'avoir Isabelle et Jacques, et en même temps, en Nouvelle-Calédonie, indiquer tout de même que le mécanisme de clémence est susceptible d'être mis en œuvre, donc probablement pas par les entreprises de Nouvelle-Calédonie, en tout cas calédoniennes, locales,
Mais on peut davantage l'imaginer dans un cas de rachat par un opérateur étranger d'une entreprise locale qui, par ailleurs, ne serait pas contrôlée par l'autorité de la concurrence, puisque je vous rappelle qu'il faut qu'il y ait au moins deux entreprises sur le territoire qui réalisent un chiffre d'affaires pour que nous puissions la contrôler. Et mettons qu'une entreprise américaine rachète une entreprise calédonienne et qu'elle fasse ce qu'elle fait à peu près partout, c'est-à-dire un audit économique, comptable, financier de l'entreprise, et qu'elle se rende compte que celle qu'elle est en train de racheter est dans le cadre d'un cartel, elle va immédiatement venir la dénoncer à l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie. Parce qu'elles raisonnent comme ça, les entreprises anglo-saxonnes et en particulier américaines, certainement aussi des entreprises asiatiques. Et donc, je pense que le risque n'est pas totalement absurde de se dire que ce sera probablement pas le cas, voilà, d'entrepreneurs calédoniens, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y aura pas de mise en œuvre de la procédure de clémence par un opérateur qui rachèterait une entreprise de Nouvelle-Calédonie. Oui, madame ? Oui, en fait, j'avais une question. D'abord, je voulais vous remercier sur la présentation très complète que vous avez faite sur la situation en Polynésie. Vraiment, le positionnement de votre autorité en Polynésie m'étonne parce qu'on a l'impression que vous êtes un peu, je ne vais pas employer le mot muselé, mais bon, c'est tant au niveau de la saisine que des missions. Et alors qu'en Polynésie, il existe également un autre organisme qui s'appelle le Haut Conseil, qui est saisi également sur des lois de pays. Enfin, j'ai du mal à comprendre. Il n'y en a plus. Hein, il n'y en a plus ? D'accord. D'accord. Ben, je ne savais pas que ça avait disparu, mais enfin, vraiment, ce positionnement m'étonne. Et pourquoi, enfin, comment, quelle est l'explication, en fait, de la perte de vos missions, en fait ? Ce que vous aviez montré sur le deuxième slide, je crois. Alors, bon, la perte d'émissions, il faut relativiser. Ce qui a changé, c'est les outils applicables en Outre-mer. Il reste bien sûr la détection, le constat et la sanction des ententes ou des abus de position dominante. Les deux piliers, finalement, des pratiques anticoncurrentielles demeurent. Ce qui a été modifié, c'est ce qui est spécifique, donc la loi Lurel pour le droit national, et puis vous l'avez aussi en Nouvelle-Calédonie, donc les droits exclusifs, l'abus de dépendance économique, et puis les injonctions structurelles. Voilà, c'est ces trois outils-là. Alors, il y a eu des débats quand la loi est passée, la première, en 2015 est passée, le Conseil d'État a été saisi, évidemment, et il a validé ces outils-là. En 2018, un gouvernement de même tendance, d'ailleurs, mais enfin de même tendance politique, mais sans doute avec des interprétations ou des conceptions de l'économie qui ont été guidées par d'autres, fait qu'il veut revenir sur ces outils-là. Eh bien, ce Conseil d'État a été saisi et il les a validés, puisque là, on est plus dans la décision d'ordre politique. Juridiquement, l'un ou l'autre peut se défendre. Alors après, pour le coup, je dirais que c'est une décision effectivement politique. Certaines entreprises, probablement celles qui ont le plus à perdre, donc les dominantes, sont sans doute intervenues. Elles n'avaient pas réussi en 2015 à faire prévaloir leur conception du droit, et le Conseil d'État leur avait dit que le recours ne tenait pas. Elles ont réussi à revenir en 2018 avec un ministre, un gouvernement qui a été plus attentif à leurs arguments. Mais là, on est dans la politique. Alors pour autant, l'autorité dispose évidemment d'un certain nombre de moyens d'action. 2019 va être pour nous une année où les pratiques anticoncurrentielles devraient nous amener potentiellement à sanctionner. En 2018, vous avez vu l'affaire Vini-Vodafone, on l'a traité par désengagement. L'objectif n'est pas forcément de sanctionner, l'objectif est de faire que le marché fonctionne de manière concurrentielle. Et par les engagements qui avaient été pris, on arrivait
à atteindre cet objectif. Donc on l'a fait. Ça ne veut pas dire qu'on ne prendra pas de sanctions et probablement qu'en 2019, on va être amené à le faire. Sinon, par rapport à vos autosaisines, vous en aviez fait combien? En avis, donc en avis ou en autosaisine contentieuse? Contentieuse. Alors, on en a quelques-unes, 2 ou 3, qui poursuivent leur cours. On peut penser qu'en 2019, il y en a une qui va arriver à terme. Je vous remercie. Les avis autrement, les autosaisines, c'est en matière d'avis. On a lancé un certain nombre d'avis, effectivement, et notamment, il y a un avis sur les produits de première nécessité qui devrait sortir la semaine prochaine ou la suivante, en fonction de la capacité que j'ai à revoir le texte, puisque après, ici, je m'en vais à Paris, donc, mais on va essayer de le faire sortir début mars. Merci. Merci beaucoup pour vos questions et puis pour les réponses apportées. Je vous propose de faire une petite pause de 10 minutes, un quart d'heure et de revenir à une dernière question alors, avant la pause. Donc, IFEL, Fédération interprofessionnelle des fruits et légumes. Interprofession des fruits et des légumes. Merci, bonjour. Merci pour la qualité des interventions. Je vais être courte. Depuis ce matin, du coup, on a des exemples concrets et très riches d'autosaisine, d'avis consultatifs. Je me posais la question si c'est le rôle en fait de l'autorité, des autorités, d'évaluer, enfin de suivre et d'évaluer en fait les recommandations dans les cas où elles sont suivies. Et donc, si c'est le cas, ça m'intéresse aussi au niveau de la Polynésie sur la libéralisation, savoir s'il y a des rapports qui sont produits et dans le cadre aussi du réseau des autorités, voir s'il y a aussi des éléments à puiser pour apporter des enseignements sur l'impact de ces recommandations sur l'économie locale. Merci. Je réponds juste en 2 minutes pour l'autorité de la concurrence. On a essayé de faire ce travail donc pour aujourd'hui, mais on le développera peut-être un peu plus dans le rapport annuel. D'une manière générale, dans les rapports annuels, on essaye quand même de regarder ce qui a été suivi ou pas suivi. Et je vous invite à regarder le petit tableau qu'on a fait circuler, peut-être que vous ne l'avez pas eu parce que vous n'avez peut-être pas assez, mais avec un petit code couleur vert, orange et rouge pour savoir effectivement dans la législation calédonienne ce qui a été totalement suivi, partiellement suivi et pas suivi du tout. Donc je passe la parole à Isabelle et après on fait la pause. Je trouve que c'est un sujet très intéressant, l'évaluation ex post ou le retour sur les recommandations. Alors pour le moment, à l'autorité métropolitaine, on n'a pas fait le choix, comme le fait par exemple la Cour des comptes, de prendre toutes nos recommandations et de faire une sorte de scoring pour voir est-ce qu'on a été suivi ou pas. Moi, je considère que dans les recommandations qu'on fait, il y en a de nature très différente. Il y a parfois où on est sur des terrains un peu d'opportunité, parfois on est sur des terrains de droit de la concurrence. Donc voilà, pour moi, c'est pas forcément l'indicateur pertinent. En revanche, c'est très utile de revenir, par exemple, quand on a fait un avis un peu structurel quelques années après pour voir finalement quelles actions ont été lancées, quelle a été leur efficacité. Et c'est une démarche qui se développe beaucoup aujourd'hui. La plupart des autorités de concurrence considèrent qu'il faut peut-être investir plus de moyens. Alors c'est difficile parce que notre sujet numéro 1, c'est quand même d'avoir des ressources limitées, d'avoir beaucoup de saisines et beaucoup de choses à faire. Mais par exemple, il y a la thématique dans le contrôle des concentrations, d'aller regarder ce qui s'est passé après qu'on ait autorisé ou refusé une concentration pour voir est-ce que les risques qu'on avait envisagés se sont matérialisés ou pas. Est-ce qu'on a été trop laxiste ou trop restrictif en autorisant ou en interdisant une opération? Il y a l'autorité britannique qui a fait un exercice très ambitieux, d'ailleurs qui coûtait assez cher, où elle a pris un cabinet d'audit qui a fait un certain nombre d'analyses ex post sur des concentrations qui avaient été autorisées. Ça donne un travail très intéressant. Donc nous envisageons à l'autorité métropolitaine de choisir certains sujets bien identifiés ou certaines concentrations structurantes. On a décidé de suivre notamment une opération de rapprochement entre plateformes qu'on a autorisée récemment pour voir comment le marché évolue ou pas. Est-ce qu'on avait bien identifié les évolutions possibles du marché, parce que c'est jamais facile de se projeter vers l'avenir. Donc je crois aussi, par exemple, là on est en train de terminer un avis sur la santé, dans lequel on revient sur des propositions, des recommandations qu'on avait déjà fait il y a plusieurs années sur la vente en ligne des médicaments et d'autres sujets. Donc je crois que c'est utile de temps en temps de revenir faire un focus sur un sujet pour voir comment est-ce que les choses ont évolué. Puis ça nous permet aussi nous-mêmes de faire notre propre examen pour savoir, voilà,
Est-ce qu'on applique les bons cadres d'analyse? Est-ce qu'on se trompe? Est-ce qu'il faut qu'on rectifie nos critères d'analyse? Ça, c'est indispensable. Donc voilà, on ne le fait pas de façon systématique, mais en essayant de choisir les sujets les plus prioritaires. Pour la Polynésie, je vous ai donné quelques extraits de suivi ou pas. Avant de venir ici en début de semaine, ou en fin de semaine dernière plutôt, avec les conseillers, on a envisagé effectivement de suivre ces recommandations, mais ça prend effectivement un peu de temps. Je pense que ce qui est important, c'est d'arriver à montrer quel est l'enjeu aussi du suivi. Je l'ai montré tout à l'heure, en matière de téléphonie, le gouvernement n'en a pas suivi, le juge administratif est passé par là et puis a sanctionné. Donc voilà, faut aussi arriver à dire quel est l'enjeu financier. Quand on peut le faire, évidemment, tout ne s'y prête pas, mais quand on peut le faire, il faut arriver à montrer que les recommandations, c'est pas simplement voilà, des choses qu'on écrit, mais il y a derrière un impact.